Pendant 3 décennies, j'ai vécu en croyant avoir été adopté. Mes parents m'appelaient la bonne de la famille, tout en traitant leur enfant biologique comme des rois. Jusqu'au jour où, à l'enterrement de mon grand-père, une femme étrange m'a murmuré « Tu n'as pas été adopté, tu as été enlevé. Tes vrais parents n'ont jamais cessé de te chercher. » Elle m'a tendu de vieilles coupures de journaux et a dit « La récompense dépasse maintenant les 91 millions de dollars. » Je m'appelle Sierra, j'ai 34 ans, et je me tiens au fond d'un funérarium, serrant un lys blanc pendant que la famille qui m'a élevé fait comme si je n'existais pas. Ma mère vient de passer juste à côté de moi, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir brodé. Mon père n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Mes frères, les Golden Boys, par excellence, reçoivent les condoléances comme des célébrités de second rang. Pendant ce temps, je suis l'étrangère à l'enterrement de mon propre grand-père, la seule personne qui m'ait jamais montré de la gentillesse dans cette maison. Je ne pleure pas. Je ne crie pas, je me tiens simplement plus droite, mon expression neutre tandis que j'observe la comédie se dérouler. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Le truc, quand on est la déception de la famille, c'est qu'on finit par ne plus se décevoir soi-même. J'ai appris cette leçon très tôt. J'avais 4 ans quand je suis venu vivre chez les Preston. Du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit. Aucun souvenir d'avant. Juste des fragments, le rire d'une femme, une odeur de cannelle, un camion jouet bleu, rien de concret. Dès le premier jour, j'étais différente. Tandis que Matthew et James avaient leur propre chambre avec des meubles sur mesure et les derniers jouets, je dormais dans ce qui était essentiellement un placard amélioré sur un matelas qui s'affaissait au milieu. Pendant qu'ils avaient des vêtements neufs à chaque saison, je portais les vêtements usagés de cousins que je n'avais jamais rencontrés. Alors qu'ils avaient des fêtes d'anniversaire à thème avec des animateurs professionnels, j'avais droit à un cupcake acheté en magasin, si quelqu'un s'en souvenait. Sierra, il faut faire la vaisselle. Sierra, plie le linge. Sierra, pourquoi ne peux-tu pas être reconnaissante pour tout ce que nous avons fait pour toi? Voilà mon enfance. Me faire rappeler chaque jour que j'étais une œuvre de charité, un fardeau, la femme de ménage qui n'était pas payée. Seul grand-père Walter me voyait. Il me glissait des livres quand personne ne regardait. Il m'a appris à jouer aux échecs lors de ses visites. Il me faisait un clin d'œil à travers la table du dîner quand Patricia, jamais maman, se plaignait de mes notes médiocres ou de mes cheveux indisciplinés. Tu as du feu en toi, ma petite, me chuchotait-il quand nous étions seuls. Ne les laisse pas l'éteindre. Je suis parti le lendemain de mon 21e anniversaire. Pas de sortie spectaculaire. J'ai simplement emballé mes quelques affaires pendant que tout le monde était à un match de football de James et j'ai franchi la porte. J'ai trouvé un travail de femme de chambre dans un hôtel, j'ai loué une chambre dans une maison avec 5 autres personnes et j'ai commencé des cours du soir dans une université de proximité. Pendant 13 ans, j'ai construit ma vie brique par brique, j'ai obtenu mon diplôme de commerce, j'ai économisé chaque centime, j'ai ouvert une petite boulangerie qui est devenue un favori du quartier. Je me suis créé ma propre famille d'amis qui m'ont choisi, qui ont célébré mes victoires et m'ont soutenu dans mes échecs. Je n'ai vu les Preston qu'une seule fois pendant ces années, en croisant Patricia à l'épicerie. Elle m'a toisé de haut en bas, a reniflé et a dit « Je vois que tu nettoies toujours derrière les autres. » Je ne l'ai pas corrigé, je l'ai laissé penser que j'étais encore une femme de ménage. Son opinion avait cessé d'importer depuis longtemps. Puis, la semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un avocat. Grand-père Walter était décédé. Contre toute attente, j'ai décidé d'aller à l'enterrement. Pas pour eux, pour lui. Alors, me voici, dans une simple robe noire qui a coûté plus que mon budget alimentaire mensuel quand j'étais étudiante, à regarder la famille qui n'a jamais voulu de moi faire semblant de pleurer un homme dont ils n'ont jamais apprécié la gentillesse. Je suis sur le point de partir. Cette farce a assez duré, quand une femme âgée s'approche de moi. Elle est petite, voûtée par l'âge, ses cheveux blancs tirés en un chignon soigné. Je ne la reconnais pas, mais il y a quelque chose dans ses yeux. Une détermination. Sierra Preston, demande-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Juste Sierra, la corrige-je automatiquement. J'ai abandonné leur nom de famille le jour de mon départ. Elle jette un regard nerveux autour d'elle, puis me tire à l'écart derrière un grand arrangement floral. J'ai attendu ce moment si longtemps, dit-elle, ses mains tremblant alors qu'elle fouille dans son grand sac à main.
Je suis désolé. Est-ce que je vous connais? Non, ma chère, mais moi, je te connais. Elle sort une enveloppe jaunie. Je travaillais à l'agence d'adoption Sunshine en 1994. J'ai aidé à traiter ton dossier. Quelque chose de froid me parcourt l'échine. Mon dossier d'adoption? Elle me regarde avec une telle tristesse que je fais un pas en arrière. Tu n'as jamais été adoptée, Sierra. Tu as été volée. Mon premier réflexe est de rire. Il monte en moi, inapproprié et discordant. La vieille femme, elle ne m'a pas encore dit son nom, me regarde avec une intensité si sincère que le rire meurt dans ma gorge. Volée? De quoi parlez-vous? Je garde la voix basse, trop consciente de la famille Preston qui se mêle à quelques mètres de là. Je m'appelle Edith Mercey, dit-elle en me tendant l'enveloppe. Je te cherche depuis 30 ans. Je prends l'enveloppe automatiquement, sentant le papier cassant entre mes doigts. C'est de la folie. J'ai été adopté. Les Preston. Les papiers étaient des faux. J'ai aidé à les falsifier. Sa confession sort dans un murmure douloureux. C'est le plus grand péché de ma vie, et j'ai passé des décennies à essayer de le réparer. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous, et cliquez sur j'aime et s'abonner si votre réalité tout entière a déjà volé en éclats en un instant. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. J'ouvre l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur, des coupures de journaux, jaunies par le temps. Les titres me sautent aux yeux. Une fillette disparaît du domicile familial. La recherche de la petite Wilson disparue se poursuit. Récompense doublée alors que l'espoir s'amenuise. Il y a une photo d'une petite fille, boucle blonde, sourire aux dents du bonheur, vêtue d'une robe rouge. Elle est assise sur les genoux d'un homme, une femme à côté d'eux, tous trois souriant à l'appareil photo. C'est toi, dit doucement Edith, avec tes vrais parents, Benjamin et Claire Wilson. Je fixe l'enfant sur la photo, cherchant mes traits en elle. Les cheveux sont les bons. J'ai toujours ces boucles blondes indisciplinées, mais l'expression heureuse et insouciante, je ne la reconnais pas du tout. Pourquoi? La question sort, étranglée. Pourquoi m'aurait-il prise? Edith jette un regard vers Richard Preston, qui reçoit les condoléances avec une expression de deuil étudiée. L'argent. Ton père biologique est extrêmement riche. Le plan initial était une rançon, mais quand l'histoire a fait la une des journaux nationaux, ils ont paniqué. Ils ne pouvaient pas te rendre sans se faire prendre. Mon esprit s'emballe, essayant de digérer cette révélation. Un souvenir refait surface. Richard criant sur Patricia après avoir trop bu. On est coincé avec elle pour toujours à cause de toi. J'avais supposé qu'il s'agissait de l'adoption, que Patricia avait insisté pour accueillir un enfant et que Richard lui en voulait. Comment savez-vous tout ça? Je demande, soudain méfiante. J'ai entendu Richard parler à quelqu'un au téléphone à l'agence, disant qu'ils avaient besoin de documents pour une adoption privée immédiatement. En espèces, sans poser de questions. Oh, j'avais besoin d'argent. Mon mari était malade. Les factures médicales s'accumulaient, ses yeux s'emplissent de larmes. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Mais pourquoi vous manifestez maintenant? Après toutes ces années? J'ai essayé de te trouver. Quand j'ai vu la nécrologie de Walter Preston, j'ai su qu'il y avait une chance que tu sois à l'enterrement. Je devais la saisir. Elle fouille à nouveau dans son sac et en sort une coupure de journal plus récente. Tes parents n'ont jamais cessé de chercher. L'argent de la récompense? Elle hésite. Elle s'élève maintenant à 91 millions de dollars. Je manque de laisser tomber l'enveloppe. 91 millions. Ton père a bâti un empire technologique dans les années qui ont suivi ta disparition. Il a consacré une part importante de sa fortune à te retrouver. La pièce tourne légèrement. Je m'agrippe au bord d'une chaise voisine pour me stabiliser. Ils sont toujours en vie. Mais, mes vrais parents? Absolument. Toujours à Seattle, toujours plein d'espoir. Je regarde de l'autre côté de la pièce les Preston. Ces gens qui m'ont volé, qui m'ont traité comme une servante, qui m'ont fait me sentir sans valeur chaque jour de mon enfance. Une colère froide et lucide m'envahit. Dites-moi tout, dis-je à Edith, ma voix plus stable que je ne le suis. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. Alors qu'Edith commence à parler, je remarque que Richard nous observe de l'autre côté de la pièce.
Son visage est soudainement pâle. Nos regards se croisent et j'y vois quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. La peur. Bien. Le trajet de retour à mon appartement est un flou. Mes mains serrent le volant si fort que mes jointures blanchissent, mais je ne le sens pas. Mon esprit est en ébullition, passant en revue chaque souvenir d'enfance, les réexaminant à travers ce nouveau prisme terrifiant, l'isolement, le traitement différent, l'absence de photos de bébés, la façon dont ils n'ont jamais célébré le jour où je suis arrivé chez eux comme d'autres familles adoptives pourraient le faire. Les étranges disputes à voix basse qui cessaient dès que j'entrais dans une pièce. Ce n'était pas qu'ils ne voulaient pas d'un enfant adopté. C'était qu'ils étaient des criminels qui avaient volé un être humain. Je me gare sur ma place de parking derrière la boulangerie et reste assise dans la voiture, moteur éteint, le regard dans le vide. Finalement, je saisis l'enveloppe qu'Edith m'a donnée et monte à mon appartement. C'est un petit endroit, mais c'est le mien. Des murs en briques apparentes, des plantes qui prospèrent sur chaque rebord de fenêtre. Des étagères remplies de livres que j'ai achetés avec mon propre argent. L'odeur de vanille et de cannelle qui me suit depuis la boulangerie en bas. C'est la vie que je me suis construite malgré eux. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et s'abonner. Si vous avez déjà dû réimaginer complètement votre passé, vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. J'étale les coupures de journaux sur la table de ma cuisine, les disposant par ordre chronologique. L'histoire se déroule devant moi comme un cauchemar. 12 avril 1994, Sierra Wilson, 4 ans, disparaît du jardin de la maison familiale à Seattle pendant que sa nounou rentre pour répondre au téléphone. 13 avril 1994, les parents, Benjamin et Claire Wilson, lancent un appel émouvant pour le retour de leur fille. Offre une récompense de $500 000, sans poser de questions. 20 avril 1994, la récompense passe à $1 million alors que les recherches se poursuivent. Le FBI se joint à l'enquête. 5 mai 1994, une nouvelle piste dans l'enlèvement de la petite Wilson se révèle fausse. La famille est dévastée. Les articles continuent de suivre une affaire qui s'est progressivement estompée des gros titres, mais n'a jamais complètement disparu. Chaque année, à l'anniversaire de ma disparition, il y avait une mise à jour, l'augmentation de la récompense, mes parents ouvrant une fondation pour les enfants disparus, des photos de vieillissement simulées qui, je le note avec un frisson, me ressemblent de manière remarquable. La coupure la plus récente date d'il y a à peine 3 mois, pour le 30e anniversaire de mon enlèvement. Mon père, maintenant âgé de 67 ans, et ma mère, 65 ans, gardent toujours espoir. La récompense atteint désormais la somme stupéfiante de $91 millions, un témoignage de leur refus d'abandonner. Il y a un site web mentionné au bas de l'article, findira.org. Les mains tremblantes, j'ouvre mon ordinateur portable et je saisis l'adresse. Le site se charge et je me retrouve à regarder mon propre visage, ou ce que la technologie prédit que je devrais être maintenant. La ressemblance est troublante. Il y a des photos de mes parents, plus âgés maintenant, les cheveux grisonnants, mais avec les mêmes expressions déterminées qu'ils avaient dans les premières coupures. Il y a un formulaire de contact, un numéro de téléphone, une adresse e-mail, des moyens de soumettre des pistes ou des informations. Mon doigt survole le clavier. Que pourrais-je bien dire? Bonjour, je pense que je suis votre fille disparue. Les gens qui m'ont élevé m'ont volé à vous et m'ont traité comme une moins que rien pendant 21 ans. Mon téléphone sonne, me surprenant tellement que je renverse ma tasse de café froid. C'est un numéro inconnu. Pendant un instant, irrationnellement, je pense que ce sont eux. Mes vrais parents, sentant d'une manière ou d'une autre que j'ai découvert la vérité, mais c'est ridicule. Je réponds d'une voix lasse. Allô? Sierra. C'est la voix de Richard Preston, froide et contrôlée comme toujours. Nous devons parler. Mon sang se glace dans mes veines. Je n'ai rien à vous dire. Cette vieille femme à l'enterrement, que vous a-t-elle dit? La vérité, dis-je simplement, ce qui est plus que ce que vous n'avez jamais fait. Il y a une longue pause, puis un lourd soupir. C'est compliqué, Sierra. Ça ne devait pas se passer comme ça. Vous avez enlevé un enfant, l'interromps-je, ma voix montant. Vous m'avez volé à ma famille. Vous m'avez fait travailler comme une servante tout en traitant vos enfants biologiques comme des princes. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Vous êtes des criminels. Et maintenant, je vais m'assurer que tout le monde le sache. Je raccroche avant qu'il ne puisse répondre.
Mon cœur bat la chamade. Mon téléphone sonne à nouveau immédiatement. Je l'ignore. Puis encore et encore. Finalement, un texto. Réfléchis très attentivement à ce que tu vas faire. Tu n'as aucune preuve. Personne ne te croira. Et tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. La menace est claire, mais au lieu de la peur, tout ce que je ressens est de la détermination. Je retourne sur le site findira.org. Et avant de pouvoir douter de moi-même, je remplis le formulaire de contact avec un message simple. Je pense que je suis peut-être Sierra Wilson. J'ai besoin de parler à Benjamin et Claire Wilson dès que possible. J'appuie sur envoyer, puis j'attends. Je ne dors pas cette nuit-là. Comment le pourrais-je? Chaque fois que je ferme les yeux, je vois cette petite fille en robe rouge. La famille heureuse à laquelle j'ai été arraché. La vie que j'aurais dû avoir. Au matin, je fonctionne à l'adrénaline et au café. J'ouvre la boulangerie à 5 heures du matin comme d'habitude, effectuant les gestes mécaniques de pétrir la pâte et de chauffer les fours. Mon assistante, Zoé, arrive à 6 heures et sait immédiatement que quelque chose ne va pas, on dirait que tu as vu un fantôme, dit-elle en nouant son tablier. Tout va bien? J'envisage de tout lui raconter, mais les mots restent coincés dans ma gorge. C'est trop incroyable. Je n'ai juste pas bien dormi, dis-je à la place. Peux-tu t'occuper de la boutique aujourd'hui? J'ai besoin de rester en cuisine. La pâtisserie a toujours été ma thérapie. Il y a quelque chose d'apaisant dans sa précision, la chimie, la transformation d'ingrédients simples en quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, je m'y perds, essayant de calmer le chaos dans mon esprit. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et s'abonner si vous avez déjà dû garder un secret qui a changé votre vie. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. À midi, j'ai vérifié mes emails et le formulaire de contact sur findira.org une douzaine de fois. Rien. J'essaie de ne pas me sentir déçu. C'est probablement un formulaire fréquemment utilisé, rempli de fausses pistes et de déclarations farfelues. Le mien n'est peut-être qu'un autre cul-de-sac pour les Wilson. Mon téléphone sonne à nouveau. Richard, pour la 5e fois aujourd'hui. Je le mets en silencieux et continue de pincer les bords de mes tartes avec plus de force que nécessaire. La cloche au-dessus de la porte de la boulangerie teinte. L'accueil joyeux de Zoé parvient jusqu'à la cuisine, suivi d'une voix masculine que je ne reconnais pas. Puis Zoé apparaît dans l'embrasure de la porte, l'air perplexe. Il y a un type ici qui te demande. Il dit qu'il est détective privé. Mon cœur bondit dans ma gorge. A-t-il dit de quoi il s'agissait? Non. Juste que c'est important. J'essuie mes mains couvertes de farine sur mon tablier et je passe à l'avant de la boutique. Un homme grand, dans un costume bien coupé, examine la vitrine à pâtisserie. Il a la cinquantaine, des cheveux poivre et sel et le regard attentif de quelqu'un qui remarque tout. Je suis Sierra, dis-je, et sa tête se relève brusquement. Mademoiselle Preston. Je suis Daniel Arlo. Je représente Benjamin et Claire Wilson. Il me tend une carte de visite. Y a-t-il un endroit où nous pouvons parler en privé? Mes jambes manquent de se dérober sous moi. Oui, nous pouvons monter à mon appartement. Je le conduis à travers l'arrière de la boulangerie et monte l'escalier étroit jusqu'à chez moi, hyper consciente de mon pouls qui s'accélère et de la poussière de farine que je laisse derrière moi. Je m'excuse d'arriver sans prévenir, dit-il alors que je ferme la porte de l'appartement derrière nous. Mais quand les Wilson ont reçu votre message hier soir, ils m'ont demandé de vérifier votre affirmation aussi vite que possible. C'était rapide, dis-je, toujours debout maladroitement près de la porte. Je ne l'ai envoyé qu'hier soir. Les Wilson attendent depuis 30 ans, mademoiselle Preston. Ils ne perdent pas de temps quand il s'agit de pistes concernant leur fille. Ils m'étudient attentivement. Je dois dire que vous avez une ressemblance frappante avec Claire. Je ne sais pas quoi répondre à cela, alors je lui offre une place à ma table de cuisine, qui est toujours couverte des coupures de journaux qu'Edith m'a données. Je vois que vous avez fait des recherches, commente-t-il en jetant un œil aux articles. Une femme m'a abordé à un enterrement hier. Edith Mercé. Elle a dit qu'elle avait aidé à falsifier des papiers d'adoption pour moi. Je prends une profonde inspiration. Elle m'a dit que j'avais été enlevé. Daniel hoche la tête, prenant des notes dans un petit carnet. Nous connaissons Madame Mercé. Elle a contacté la famille Wilson il y a environ 5 ans avec ses soupçons,
mais n'avais pas assez d'informations pour vous localiser. Alors, vous me croyez? Je suis ici pour vérifier votre affirmation. Les Wilson ont eu de nombreuses fausses pistes au fil des ans. Des gens espérant une part de la récompense. Une bouffée de colère me monte aux joues. L'argent ne m'intéresse pas, il lève un sourcil. 91 millions, c'est beaucoup pour ne pas s'en soucier. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité, dis-je fermement. Et retrouver ma vraie famille. Si ce sont eux. L'expression de Daniel s'adoucit légèrement. C'est ce que nous sommes ici pour découvrir. Il sort un petit kit de sa mallette. J'ai besoin de prélever un échantillon d'ADN, un simple frottis buccal. Les Wilson ont leur profil enregistré dans plusieurs bases de données. Nous devrions avoir des résultats préliminaires d'ici 24 ou 48 heures. J'acquiesce, soudain nerveuse. Et si je me trompais? Et si tout cela n'était qu'une erreur monumentale? Alors qu'il prépare le coton-tige, mon téléphone vibre avec un autre texto de Richard. Nous arrivons. Nous devons parler en personne. Je montre le message à Daniel, dont l'expression devient immédiatement sérieuse. Les Preston. Ils savent que vous avez découvert la vérité. Richard m'a appelé hier soir. Il était menaçant. Daniel termine rapidement le prélèvement d'ADN et le scelle dans un récipient étiqueté. Mademoiselle Preston, Sierra, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Si ce que vous dites est vrai, les personnes qui vous ont élevé sont coupables d'un crime fédéral sans prescription. Elles ont toutes les raisons de vouloir vous faire taire. Un frisson me parcourt. Vous pensez qu'ils pourraient me faire du mal? Je pense que des gens qui voleraient un enfant sont capables de beaucoup de choses. Il me tend une carte avec son numéro de portable. Appelez-moi immédiatement s'ils vous recontactent, et ne les rencontrez pas seuls. Comme par hasard, mon téléphone vibre avec un autre message. Nous sommes devant ta boulangerie. Descends maintenant. Je le montre à Daniel, qui sort immédiatement son téléphone. J'appelle la police. Les officiers de police Mills et Barrett sont assis à ma table de cuisine, prenant des dépositions pendant que Daniel fait les 100 pas près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille. En bas, les Preston attendent dans la boulangerie, ignorant ce qui se passe à l'étage. Si je comprends bien, dit l'officier Mills, le front plissé en relisant ses notes. Vous pensez avoir été enlevé enfant et que les personnes qui vous ont élevé sont les ravisseurs? Oui. Et vous venez de le découvrir hier, à un enterrement. Elle échange un regard avec son partenaire qui dit clairement qu'il me pense folle. Mais alors Daniel nous rejoint à la table, faisant glisser une tablette vers les officiers. Je viens de vous envoyer par email le dossier sur l'enlèvement de Sierra Wilson en 1994, y compris les rapports de police originaux, l'implication du FBI et les mises à jour ultérieures de l'enquête. J'ai également inclus la déclaration de Madame Mercedi il y a 5 ans concernant son implication dans la falsification des dossiers d'adoption. Les officiers regardent la tablette, faisant défiler ce qui doit être un dossier volumineux. Leurs expressions passent du scepticisme à la surprise. C'est une sacrée affaire, dit finalement l'officier Barrett. Mais sans confirmation ADN. Qui est en cours de traitement accéléré, l'interrompt Daniel. En attendant, les personnes qui ont probablement commis ce crime sont en bas, ayant peut-être l'intention de menacer ou de nuire à Mademoiselle Preston. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et s'abonner si vous avez déjà dû affronter des gens qui vous ont trahi. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. L'officier Mills se redresse. Nous allons leur parler. Mademoiselle Preston, vous devriez rester ici pour l'instant. En fait, dis-je en me levant, je veux leur faire face en votre présence. Daniel a l'air de vouloir protester, mais quelque chose dans mon expression doit le convaincre. Je pense que c'est une demande raisonnable, officier. Sierra mérite des réponses. Nous descendons les escaliers jusqu'à la boulangerie. Zoé a fermé la boutique, retournant le panneau sur « Fermé pour urgence familiale », plus juste qu'elle ne pourrait l'imaginer. À travers la porte vitrée, je peux voir Richard et Patricia Preston attendre, les visages tendus par une colère à peine contenue. L'officier Mills ouvre la porte. M et Madame Preston, je suis l'officier Mills. Voici l'officier Barrett. Nous aimerions vous poser quelques questions. La tête parfaitement coiffée de Patricia se tourne vivement. Que signifie tout ceci, Sierra? Pourquoi la police est-elle ici? J'avance, Daniel légèrement derrière moi,
une présence rassurante. Ils sont là parce que je connais la vérité sur qui je suis, sur ce que vous avez fait. Le visage de Richard perd ses couleurs. Ce que cette vieille femme vous a raconté à l'enterrement était la vérité, je termine pour lui. Je n'ai jamais été adopté. Vous m'avez volé. C'est absurde. Ricane Patricia, mais sa voix vacille légèrement. Officier, notre fille fait clairement une sorte de dépression. Je ne suis pas votre fille, dis-je, ma voix stable malgré les émotions qui bouillonnent en moi. Mon nom est Sierra Wilson. Mes vrais parents sont Benjamin et Claire Wilson, et ils me cherchent depuis 30 ans. Richard s'avance, le doigt pointé vers Daniel. Et qui est-ce? Quelqu'un qui profite de ses délires? Daniel Harlow, détective privé représentant la famille Wilson. Il tend une carte à Richard, que l'homme plus âgé ne prend pas, nous avons déjà recueilli des preuves ADN qui confirmeront l'identité de Sierra. C'est ridicule, balbutie Patricia. Nous avons des papiers d'adoption. Tout était légal. Des faux papiers, dis-je doucement. Edith Mercé a déjà avoué vous avoir aidé à les créer. À la mention du nom d'Edith, le sang-froid de Richard se fissure enfin. Cette vieille femme sénile ne sait pas de quoi elle parle. C'était il y a 30 ans. L'officier Barrett s'avance. Donc, vous connaissez Madame Mercé. Richard réalise son erreur trop tard. Il regarde Patricia, dont le visage est devenu cendré. Nous voulons notre avocat, dit-elle sèchement. Nous ne dirons plus rien sans représentation. C'est votre droit, dit l'officier Mills. Mais nous aimerions que vous veniez tous les deux au poste pour répondre à quelques questions. C'est scandaleux, tempête Richard. Mais il y a de la peur dans ses yeux maintenant. Vous ne pouvez pas croire à ce fantasme. Je m'approche de lui, plus près que je ne l'ai été volontairement depuis des années. Pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi voler un enfant pour ensuite la traiter comme si elle ne valait rien pour vous? Pendant un instant, quelque chose comme de la honte vacille sur son visage. Puis il se durcit à nouveau. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. M et Madame Preston, dit fermement l'officier Barrett. Veuillez venir avec nous. Alors qu'ils sont escortés dehors, Patricia se retourne vers moi, son visage tordu par un mélange de peur et de défi. Nous t'avons donné un foyer. Nous t'avons vêtu, nourri. Sans nous, qui sait où tu aurais fini? L'ironie de sa déclaration est si absurde que je ris. Un son sec et amer qui l'a fait tressaillir. Sans vous, j'aurais grandi avec ma vraie famille. Des gens qui me voulaient, qui m'aimaient, qui ont passé 3 décennies et des millions de dollars à essayer de me retrouver. Richard reste silencieux alors que les officiers les conduisent à des voitures de patrouille séparées. Je les regarde depuis le seuil de la boulangerie, Daniel à mes côtés, alors qu'ils s'éloignent. Que se passe-t-il maintenant, je demande, soudainement épuisé. Maintenant, nous attendons les résultats ADN, dit doucement Daniel. Mais d'après leur réaction, je pense que nous connaissons déjà la vérité. Mon téléphone vibre avec un texto d'un numéro inconnu. Sierra, c'est Benjamin Wilson. Daniel nous a raconté ce qui se passe. Claire et moi sommes en route pour te voir. Nous serons là demain matin. J'espère que ça te convient. Je montre le message à Daniel qui hoche la tête. Je leur ai parlé de la confrontation. Ils voulaient te laisser de l'espace, mais ils attendent depuis 30 ans, je termine, les larmes remplissant enfin mes yeux. Dis-leur oui. Dis-leur que je veux les rencontrer. Je ne rouvre pas la boulangerie. Zoé se charge d'appeler nos clients réguliers pour expliquer la fermeture inattendue. Je ne lui dis pas pourquoi. Comment le pourrais-je? Juste qu'il y a une urgence familiale. Daniel reste avec moi tout l'après-midi, passant des appels, informant les Wilson, parlant avec la police. Les Preston ont été libérés en attendant l'enquête, mais ont reçu l'ordre de ne pas me contacter. Et mes frères, je demande soudain, la pensée me venant pour la première fois. Matthew et James, savaient-ils? C'est difficile à dire. Répond Daniel, l'air songeur. Il devait être très jeune quand c'est arrivé. James a 2 ans de moins que moi. Matthew, 4 ans de moins. Ils ne se souviennent peut-être même pas de mon arrivée. Nous devrons enquêter sur leur implication, s'il y en a une. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur tes retrouvailles avec ta famille biologique. Famille biologique. Les mots sonnent étranges. Pendant si longtemps,
j'avais accepté de n'avoir pas de vraie famille, d'être seul au monde. Maintenant, je me prépare à rencontrer les parents auxquels j'ai été arraché il y a 3 décennies. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous, et cliquez sur j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà interrogé sur vos véritables origines. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Je passe la soirée dans un état d'anticipation nerveuse, nettoyant mon appartement déjà propre, changeant de vêtements 3 fois, me demandant quoi dire à ces étrangers qui sont mes parents. Daniel s'arrange pour que je reste à l'hôtel pour la nuit. Juste par précaution, dit-il, bien que nous sachions tous les deux qu'il s'inquiète pour les Preston. Avant de partir, je prépare un sac de voyage et un petit album photo, des photos de moi en grandissant que j'ai prises en quittant la maison des Preston. Non pas parce que c'était des souvenirs heureux, mais parce que je ne voulais pas qu'ils aient la moindre partie de moi. Dans la chambre d'hôtel, j'étale les photos sur le lit. Des photos de classe où je ne souris pas tout à fait. Des matins de Noël où Matthew et James sont entourés de cadeaux alors que je n'ai qu'un ou 2 petits paquets. Des vacances en famille où je suis toujours légèrement à l'écart des autres, prenant souvent la photo plutôt que d'y figurer. Mes vrais parents prenaient-ils beaucoup de photos? Ont-ils des albums de mes 4 premières années soigneusement conservés? S'attendront-ils à ce que je me souvienne d'eux? À ressentir une sorte de connexion instantanée? Je dors à peine, et au matin, je suis une boule de nerfs. Daniel vient me chercher à 9 heures, l'air étonnamment frais malgré ce qui a dû être une longue nuit pour lui aussi. Des nouvelles de la police, je demande alors que nous retournons à ma boulangerie où j'ai accepté de rencontrer les Wilson. Ils ont ouvert une enquête officielle. Le FBI a été notifié étant donné la nature inter-État du crime. Il me jette un regard. Et nous avons reçu les résultats ADN préliminaires ce matin. Mon cœur rate un battement. Et compatibilité à 99,9%. Tu es Sierra Wilson. Même si je le savais dans mon cœur depuis qu'Edith m'a abordé à l'enterrement, entendre la confirmation scientifique le rend réel d'une manière que ça ne l'était pas avant. Je porte une main à ma bouche, essayant de contenir le sanglot qui veut s'échapper. Ils seront là dans environ 30 minutes, dit doucement Daniel. Ils sont arrivés en avion hier soir et ont séjourné à l'hôtel. Comment sont-ils, je demande, avide de la moindre information. Mes vrais parents. Daniel sourit. Le premier vrai sourire que je vois de sa part. Ce sont de bonnes personnes. Ils n'ont jamais perdu l'espoir de te retrouver. Pas un seul jour. Benjamin a bâti son entreprise technologique en partie pour financer les recherches et établir la récompense. Claire dirige une fondation pour les enfants disparus. Ta disparition a façonné toute leur vie. Ont-ils d'autres enfants? Une ombre passe sur son visage. Non. Ils le voulaient, mais après que tu as été enlevé, eh bien, le traumatisme de cette perte les a profondément affectés. Le poids de cette information s'abat sur moi. Non seulement j'ai été volé à eux, mais leur chance d'avoir une plus grande famille leur a été volée aussi. 30 ans de deuil et de recherche. Leur vie a jamais changé par ce que les Preston ont fait. Nous arrivons à la boulangerie et je nous fais entrer par la porte de derrière, allumant les lumières mais laissant le panneau, fermé, en place. Daniel m'aide à installer le petit coin salon où j'accueille parfois des clients spéciaux pour le thé de l'après-midi. Je vais aller les chercher et les faire entrer par l'arrière, dit Daniel en regardant sa montre. Pour te laisser un moment pour te préparer. Après son départ, je reste au milieu de ma boulangerie, le cœur battant à tout rompre. Que dit-on à des parents qu'on n'a pas vus depuis l'âge de 4 ans? Que attendent-ils de moi? Et s'ils n'aiment pas qui je suis devenu? J'entends des portières de voitures à l'extérieur, des voix qui s'approchent de l'entrée arrière, la voix de Daniel disant quelque chose de rassurant, une voix de femme haute d'émotion, le ton plus grave d'un homme essayant de paraître calme mais légèrement tremblant. Et puis la porte s'ouvre et ils sont là. Mes parents. Plus âgés que sur les photos de journaux, mais immédiatement reconnaissables. La femme, Claire, a mes cheveux bouclés, bien que les siens soient argentés maintenant. L'homme, Benjamin, a mes yeux, du même bleu-gris inhabituel. Pendant un long moment, nous nous contentons de nous regarder. Le gouffre de 30 années perdues s'étire entre nous. Puis Claire s'avance, la main tendue comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau si elle bougeait trop vite. Sierra, murmure-t-elle, mon nom comme une prière sur ses lèvres. Est-ce vraiment toi? Oui, dis-je, ma voix à peine audible. C'est moi. Claire couvre sa bouche de sa main, des larmes coulant sur son visage.
Benjamin se tient derrière elle, une main sur son épaule, ses propres yeux brillants. Est-ce que je peux, commence Claire, puis s'arrête, submergée. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras? La question est si hésitante, si prudente que quelque chose se brise en moi. J'acquiesce, incapable de parler au-delà de la boule dans ma gorge. Elle s'avance et m'enlace. Elle est petite, je mesure au moins 10 centimètres de plus, mais son étreinte est féroce, comme si elle craignait que je sois à nouveau arraché. Benjamin nous rejoint, ses bras nous encerclant toutes les deux. Et pour la première fois de ma vie, je sais ce que c'est que d'être tenu par des parents qui vous veulent vraiment. Nous restons ainsi pendant ce qui semble à la fois une éternité et pas assez longtemps. Quand nous nous séparons enfin, nous pleurons tous les trois. Je suis désolé, dit Claire en s'essuyant les yeux. Nous nous étions promis de ne pas te submerger. C'est bon, je la rassure, retrouvant ma voix. C'est bouleversant pour nous tous. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et s'abonner. Si vous avez déjà vécu des retrouvailles qui ont tout changé, vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Daniel s'éclipse discrètement, promettant de revenir plus tard. Nous nous installons à la petite table que j'ai préparée. La gêne d'étrangers mêlée à la connexion profonde de la famille. Nous avons tellement de questions, dit Benjamin, sa voix plus stable maintenant. Mais le plus important, c'est, est-ce que tu vas bien? Ta vie a-t-elle été? Il s'interrompt, luttant visiblement pour demander si les gens qui m'ont volé m'ont bien traité. Je vais bien maintenant, dis-je avec précaution. Mon enfance n'a pas été idéale, mais je me suis construit une belle vie. Je fais un geste vers la boulangerie. Cet endroit est à moi. J'ai travaillé dur pour ça. La fierté brille dans leurs yeux, une expression si étrange, si inhabituelle dirigée vers moi. Parle-nous de toi, insiste Claire. Tout ce que tu es à l'aise de partager. Alors je le fais. Je leur parle de mon départ de chez les Preston à 21 ans, de mes multiples emplois tout en suivant des cours du soir, de mes économies pour ouvrir ma boulangerie. Je leur parle de mes amis, de ma vie petite mais pleine de sens. J'occulte soigneusement les pires aspects de mon enfance. La négligence, la violence psychologique, le sentiment constant de ne pas être désiré. Il y aura du temps pour ces vérités plus tard. Et vous, je demande quand je suis à court de choses faciles à partager. Daniel m'a un peu raconté, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche. Ils échangent un regard chargé de 3 décennies de deuil partagé avant que Benjamin ne prenne la parole. Après ta disparition, nous avons failli ne pas y survivre, en tant que couple, en tant qu'individu. Il prend la main de Claire. Mais nous avons fait un pacte, nous ne cesserions jamais de te chercher. Jamais de perdre espoir. Benjamin a bâti son entreprise de zéro, poursuit Claire. Wiltech a commencé comme une entreprise de logiciels de sécurité axée sur la technologie de la sécurité des enfants. C'est maintenant une entreprise du Fortune 500. L'argent de la récompense venait de là, explique Benjamin. Chaque année, pour ton anniversaire, je l'augmentais. Au début, c'était une incitation financière pour obtenir des informations, mais avec le temps, c'est devenu quelque chose de plus. Une mesure de combien tu nous manquais, de ce que nous donnerions pour te ravoir. Et j'ai créé la fondation A Finding Home, ajoute Claire. Nous aidons les familles d'enfants disparus avec des ressources, du soutien, des détectives privés lorsque les enquêtes policières piétinent. Comme Daniel, dis-je. Elle hoche la tête. Il est avec nous depuis 15 ans. Il a retrouvé 17 enfants disparus pendant cette période. Mais jamais moi, dis-je doucement. Jusqu'à maintenant. La voix de Benjamin se brise sur ces mots. Sierra, je veux que tu saches quelque chose. L'argent de la récompense, il est à toi, peu importe ce qui se passera ensuite. Que tu nous veuilles ou non dans ta vie, que tu puisses nous pardonner de ne pas t'avoir protégé. Vous pardonnez, l'interroge-je, stupéfaite. Vous n'avez rien à vous faire pardonner. Vous n'avez rien fait de mal. Nous t'avons laissé hors de notre vue, dit Claire, sa voix creuse d'une vieille culpabilité familière. Juste un instant. J'ai revécu ce moment chaque jour pendant 30 ans. Je tends la main sur la table et prends leurs mains dans les miennes. Écoutez-moi. Ce qui est arrivé n'était pas de votre faute. C'était la faute de Richard et Patricia Preston, et uniquement la leur. Quelque chose change dans leurs expressions. Un relâchement, une libération.
C'est peut-être la première fois en 3 décennies qu'il croit vraiment ces mots. Les résultats ADN sont concluants, dit Benjamin après un moment, changeant de sujet. Mais la police voudra des déclarations officielles de nous tous. Et il y aura probablement un procès à terme. Je sais, dis-je. J'y suis prête. Il y a autre chose, dit Claire avec hésitation. Nous avons gardé ta chambre dans notre maison pendant toutes ces années. Nous l'avons gardée prête pour toi. Elle poursuit rapidement. Non pas que nous attendions que tu emménages ou quoi que ce soit. Tu as ta propre vie, mais nous aimerions beaucoup que tu viennes nous voir quand tu te sentiras à l'aise. J'aimerais bien, dis-je, surprise de constater que je le pense vraiment. Mon téléphone vibre. Un texto de Matthew Preston. Sierra, nous devons parler. James et moi n'avions aucune idée. S'il te plaît, crois-moi. Je montre le message à Benjamin et Claire. Tes frères, demande Claire, puis se corrige. Les fils des Preston. Oui, je confirme. Je ne sais pas s'ils connaissaient la vérité ou non. C'est à la police de le déterminer, dit Benjamin, une dureté entrant dans sa voix pour la première fois. Quiconque t'a tenu éloigné de nous. Je ne pense pas qu'ils savaient, dis-je. Ils étaient plus jeunes que moi, mais ils en ont profité, qu'ils s'en soient rendus compte ou non. En prononçant ces mots, toute la réalité de ce qui m'a été volé s'abat sur moi d'un seul coup. Pas seulement une famille qui m'aimait, mais une vie de privilèges et d'opportunités. Au lieu d'être traité comme une moins que rien par les Preston, j'aurais pu grandir en tant que Sierra Wilson, fille chérie de Benjamin et Claire, avec tous les avantages et toutes les chances. L'injustice de la situation est stupéfiante. Benjamin semble lire dans mes pensées. Nous ne pourrons jamais récupérer le temps qui nous a été volé, dit-il doucement. Mais nous avons le présent et l'avenir. Si tu le veux. Je le veux, dis-je, me surprenant par la certitude que je ressens. Vraiment. 2 jours plus tard, je me tiens sur le seuil d'une belle maison de style artisanal dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Seattle, mon cœur battant contre mes côtes. Benjamin et Claire, je m'habitue encore à les considérer comme maman et papa, attendent patiemment que je sois prête à entrer. Prends ton temps, dit doucement Claire. Rien ne presse. Je prends une profonde inspiration et hoche la tête. Benjamin déverrouille la porte et s'écarte, me laissant entrer la première. La maison est chaleureuse et accueillante, remplie de lumière naturelle et de meubles de bon goût. Pas ostentatoire malgré la richesse évidente qui la sous-tend. Des photos tapissent les murs et les étagères, beaucoup d'une petite fille blonde. Moi, durant mes 4 premières années. Moi, souriante et aimée. Tu veux faire le tour, demande Benjamin, m'observant attentivement. Oui, j'arrive à dire, submergé par les preuves de l'amour qu'on me portait. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et s'abonner. Si vous vous êtes déjà demandé ce qu'aurait pu être votre vie sur un chemin différent, vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Ils me font visiter le premier étage. Le salon avec son mur de livres. La cuisine où Claire me dit qu'elle avait l'habitude de cuisiner avec moi. Tu adorais aider à faire des biscuits, même si tu mangeais généralement plus de pâtes qu'il n'en arrivait au four. La véranda donnant sur un jardin luxuriant avec une cabane dans les arbres que Benjamin a construite quand j'avais 3 ans. Puis, avec une douce solennité, ils me conduisent à l'étage. C'est ta chambre, dit Claire, s'arrêtant devant une porte fermée. Nous l'avons modernisée au fil des ans en fonction de ce que nous imaginions que tu pourrais aimer. Si c'est trop. Je veux la voir, je l'assure. Benjamin ouvre la porte et j'entre dans un espace qui se situe quelque part entre un sanctuaire pour une enfant de 4 ans perdue et une chambre conçue pour une femme qui n'a jamais eu la chance de grandir ici. Les murs sont d'un vert sauge doux. Les meubles simples mais élégants. Des étagères tapissent un mur, remplis de livres pour tous les âges, des livres d'images de ma petite enfance, puis des romans pour enfants, des romans pour jeunes adultes, et enfin des classiques et de la fiction contemporaine, comme s'ils avaient continué à m'acheter des livres à mesure que je grandissais. Sur la commode se trouvent des photos encadrées de moi en bas âge à côté de cadres vides, des espaces attendant d'être remplis de nouveaux souvenirs. Un bureau dans le coin contient un ordinateur et une pile de carnets de croquis. Tu adorais dessiner, explique Claire, suivant mon regard. Nous pensions que tu aimerais peut-être encore. Je secoue la tête. Les Preston n'encourageaient pas la créativité, dis-je, les mots sortant plus plats que prévu. Je n'ai pas dessiné depuis que je suis petite. La douleur traverse leur visage,
mais il la masque rapidement. Il y a autre chose que nous voulons te montrer, dit Benjamin après un moment, me conduisant vers une porte dans le couloir. Ça allait être ton atelier d'art une fois que tu serais assez grande. Il ouvre la porte sur un espace lumineux avec des chevalets, des étagères de fournitures artistiques et un grand plan de travail. Contrairement à ma chambre, cette pièce ne semble pas figée dans le temps. Elle respire la possibilité. Nous avons toujours cru que nous te retrouverions, dit doucement Claire. Nous devions le croire. Je me détourne, submergé par l'émotion, et mon regard tombe sur une porte au bout du couloir. Qu'y a-t-il là-dedans? Une ombre passe sur leur visage. Ça allait être une chambre d'enfant, admet Benjamin. Pour un frère ou une sœur que nous prévoyions d'adopter après que nous n'arrivions pas à te trouver. Mais ça n'a jamais semblé juste. Le poids de tout ce qui a été volé, non seulement à moi, mais à eux, pèse lourdement sur mes épaules. Une famille qui n'a jamais grandi. Une pièce qui n'a jamais été remplie. 30 ans à garder une place pour un enfant qui n'était pas là. J'aimerais un peu de temps seul, dis-je soudainement. Juste pour digérer tout ça. Bien sûr, dit immédiatement Claire. Veux-tu rester dans ta chambre ou préfères-tu que nous te montrions la chambre d'amis si c'est plus confortable? Ma chambre me convient, dis-je, testant la sensation des mots. Ma chambre, pas un placard aménagé ou une chambre d'amis donnée à contre-cœur, mais un espace qui a toujours été destiné à être le mien. Il me laisse avec de douces assurances que je devrais prendre tout le temps dont j'ai besoin. Je m'assois sur le bord du lit, mon lit, et je regarde autour de moi la vie qui m'avait été préparée, attendant patiemment pendant 30 ans. Sur la table de chevet se trouve une petite boîte à musique. Je l'ouvre et une mélodie délicate commence à jouer. Quelque chose s'agite dans les recoins les plus profonds de ma mémoire. Cet air, ces notes. Je ferme les yeux et, pendant un instant fugace, j'ai de nouveau 4 ans, en sécurité, écoutant cette mélodie en m'endormant. Le souvenir disparaît aussi vite qu'il est venu, me laissant avide de plus. D'autres souvenirs reviendront-ils? Ou ces 4 premières années sont-elles perdues à jamais? Mon téléphone vibre avec un autre texto de Matthew. S'il te plaît, Sierra, juste 10 minutes. Nous t'avons cherché partout. Nous n'avions aucune idée de ce que nos parents ont fait. Laisse-nous t'expliquer. J'hésite, puis je réponds. Demain, 10 heures, à ma boulangerie. Toi et James seulement. Pas Richard ni Patricia. Sa réponse est immédiate. Merci. Nous serons là. Je mets le téléphone de côté et continue d'explorer la pièce, ouvrant des tiroirs remplis de vêtements qui suivent les âges que j'aurais eus. Tous sortis de leur emballage d'origine et lavés, comme si Claire voulait qu'ils semblent avoir été portés, prêts pour mon retour. Dans le placard, je trouve une petite boîte étiquetée « Trésor de Sierra ». À l'intérieur se trouvent des souvenirs d'enfants. Une collection de pierres lisses. Des coquillages d'un voyage à la plage. Une fleur séchée. Un petit camion jouet. Le camion bleu de mes fragments de mémoire. Je le tiens dans ma main, le retournant. Il y a un nom écrit en dessous avec des lettres inégales d'enfant. Sierra. Quelque chose se débloque en moi. Pas tout à fait un souvenir, mais un sentiment de certitude. C'était à moi. J'ai tenu ça, j'ai joué avec ça, j'ai aimé ça. Pour la première fois depuis que j'ai appris la vérité, je me permets de pleurer librement. Pour la petite fille qui a été volée. Pour la famille qui a été brisée. Pour toutes les années perdues que nous ne pourrons jamais récupérer. Mais aussi, de manière inattendue, pour la vie que j'ai réussi à construire malgré tout. La force que j'ai trouvée en moi. La femme que je suis devenue sans leurs conseils. On frappe doucement à la porte. Sierra, appelle Claire. As-tu faim? J'ai préparé le déjeuner, mais sans pression. J'essuie mes larmes, tenant toujours le camion bleu. J'arrive tout de suite. Je réponds. Je suis Sierra Wilson et je suis enfin à la maison. La boulangerie est fermée aux clients, mais je suis debout depuis 5 heures du matin de toute façon, à faire de la pâtisserie. C'est ce que je fais quand je suis anxieuse, et aujourd'hui, je suis très anxieuse. Claire est avec moi. Après avoir passé la nuit dernière dans ma chambre d'enfant, je lui ai demandé si elle voulait revenir en ville avec moi pour cette rencontre. Benjamin voulait venir aussi, mais j'ai pensé que sa rage à peine contenue envers les Preston pourrait rendre la conversation avec Matthew et James plus difficile. Il a accepté à contre-cœur de rester à la maison,
bien qu'il m'ait fait promettre de l'appeler immédiatement après. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit Claire, me regardant pétrir agressivement la pâte. Tu ne leur dois rien. Je sais, dis-je en enfonçant mes mains dans la masse molle et souple. Mais j'ai besoin de réponses. Et s'ils ne savaient vraiment pas? Je ne termine pas ma pensée. Et s'ils ne savaient pas? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça compense les années de petite cruauté, d'être toujours traité comme inférieur? À 10 heures précises, on frappe à la porte d'entrée de la boulangerie. Claire me serre l'épaule en signe de soutien silencieux alors que j'essuie mes mains et vais leur ouvrir. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et s'abonner si vous avez déjà dû affronter des gens de votre passé qui vous ont blessé. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Matthew et James Preston se tiennent maladroitement sur le trottoir. Ils ont l'air terribles, mal rasés, des cernes sous les yeux. Leurs vêtements habituellement impeccables sont froissés. Bien. Une petite partie de moi pense qu'ils devraient souffrir un peu. Je déverrouille la porte et recule pour les laisser entrer, sans offrir de salutation. Sierra. Commence Matthew, puis s'arrête quand il remarque Claire debout près du comptoir, les bras croisés. Oh, je ne savais pas que tu aurais de la compagnie. Voici Claire Wilson, dis-je sèchement. Ma mère. Ils tressaillent tous les deux au mot « mère », leurs yeux allant de l'une à l'autre, notant sans doute la ressemblance. Alors, c'est vrai, dit James, sa voix creuse. Ce qu'ils disent aux nouvelles. L'histoire a éclaté hier. Une héritière enlevée retrouvée après 30 ans, bien qu'heureusement aucun média n'ait encore publié mon nom actuel ou mon adresse. Oui, je confirme. C'est vrai. J'ai été enlevé par Richard et Patricia Preston quand j'avais 4 ans. Ils ont falsifié des papiers d'adoption et ont fait semblant que j'étais leur cas de charité non désiré pendant 21 ans. Matthew passe une main dans ses cheveux, un geste si familier qu'il me serre la poitrine d'émotions contradictoires. Sierra, nous n'avions aucune idée. Tu dois nous croire. Est-ce que je dois? Je demande froidement. Nous n'étions que des enfants, proteste James. J'avais 2 ans quand tu es venu vivre avec nous. Matthew était à peine né. Comment aurions-nous pu savoir? Mais en grandissant, j'insiste. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi j'étais traité si différemment? Pourquoi je devais faire toutes les corvées pendant que vous deux aviez tout sur un plateau? Pourquoi j'étais l'adoptée et jamais simplement votre sœur? Ils échangent des regards coupables. Nous pensions que c'était comme ça que l'adoption fonctionnait, dit Matthew piteusement. Que tu ne faisais pas vraiment partie de la famille de la même manière. Et ça vous semblait normal. James baisse les yeux. Nous étions des enfants. Nous acceptions ce que nos parents nous disaient. Et le temps que nous soyons assez grands pour le remettre en question. J'étais parti, je termine pour lui. Nous avons essayé de te retrouver. Dit Matthew avec sincérité. Après ton départ, maman et papa ne voulaient pas en parler. Ils disaient que tu étais ingrate et que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec la famille. Mais nous t'avons cherché, nous avons posé des questions. Nous ne t'avons juste jamais trouvé. Claire prend la parole pour la première fois, sa voix contrôlée mais glaciale. Et il ne vous est jamais venu à l'esprit de vous demander pourquoi une jeune femme de 21 ans couperait complètement les ponts avec sa famille? Qu'est-ce qui aurait pu la pousser à faire ça? Les frères se tortillent mal à l'aise. Nous savions que les choses n'étaient pas géniales pour elle, admet James. Mais nous étions des adolescents égoïstes, absorbés par nos propres vies. Quand avez-vous appris la vérité, je demande. Il y a 2 jours, dit Matthew. Quand la police est revenue avec d'autres questions pour maman et papa. Ils ne voulaient rien nous dire, mais nous avons entendu suffisamment. Et puis nous les avons confrontés, et papa l'a admis. Il pleurait, ajoute James, comme si cela atténuait en quelque sorte 30 ans de crime. Il a dit que ça ne devait jamais se passer comme ça, qu'ils étaient désespérément à court d'argent et que ça devait juste être une demande de rançon rapide. Mais ensuite, l'histoire a pris trop d'ampleur et ils ont paniqué. Et maman, je demande, connaissant déjà la réponse. L'expression de Matthew se durcit. Elle ne pense pas qu'ils aient fait quelque chose de mal. Elle dit qu'ils t'ont donné une vie meilleure que celle que tu aurais eue en famille d'accueil après t'avoir trouvé abandonné. Un rire amer m'échappe. Une vie meilleure? Ils m'ont traité comme Cendrillon sans la bonne fée. Ils m'ont fait me sentir sans valeur chaque jour. Nous sommes tellement désolés, dit James,
les yeux humides. Nous aurions dû le voir. Aurions dû faire quelque chose. Oui, j'acquiesce froidement. Vous auriez dû. Claire pose une main sur mon bras, un rappel doux que je n'ai pas à faire ça, que je peux leur demander de partir à tout moment. Mais maintenant qu'ils sont là, je découvre que j'ai d'autres questions. Que va-t-il se passer maintenant avec vos parents? Ils sont en résidence surveillée, dit Matthew. Leurs passeports ont été confisqués. Le FBI a repris l'enquête. On parle de charges fédérales d'enlèvement, de fraude, d'usurpation d'identité. Ils iront en prison, ajoute James, la voix creuse. Et ils le méritent. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Et où cela nous place-t-il, je demande. La question qui me hante depuis leur premier texto. Ils échangent un regard que je n'arrive pas tout à fait à interpréter. C'est à toi de décider, dit Matthew prudemment. Nous comprenons si tu ne veux plus jamais nous revoir, mais nous espérons qu'un jour, tu pourras peut-être nous considérer à nouveau comme des frères, ou au moins comme des personnes qui tiennent à toi et veulent se faire pardonner. Nous ne pouvons pas changer le passé, ajoute James. Mais nous voulons faire partie de ton avenir, si tu nous le permets. Je regarde Claire, dont l'expression dit clairement que c'est ma décision, et la mienne seule. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je ne sais pas si je peux vous séparer de ce que vos parents ont fait. De la façon dont j'ai été traité dans cette maison. J'ai besoin de temps. Nous comprenons, dit rapidement Matthew. Prends tout le temps dont tu as besoin. Nous serons là. Quelle que soit ta décision. Alors qu'il se tourne pour partir, James s'arrête. Pour ce que ça vaut, Sierra, nous avons toujours souhaité que tu sois mieux traitée. Nous ne savions juste pas à quel point c'était vraiment mal. Après leur départ, je m'affaisse sur un tabouret de la boulangerie, émotionnellement épuisé. Tu as géré ça remarquablement bien, dit Claire, s'asseyant à côté de moi. Vraiment? J'ai l'impression que j'aurais dû être plus en colère, ou plus indulgente. Je ne sais pas quelle est la bonne réaction. Elle prend ma main. Il n'y a pas de bonne réaction, seulement la tienne, authentique. Et quoi que tu ressentes, de la colère, de la confusion, même un amour conflictuel pour les garçons qui ont grandi comme tes frères, tout est valable. Je pose ma tête sur son épaule, un geste qui semble à la fois nouveau et étrangement ancien. Comme si mon corps se souvenait de ce que mon esprit ne peut pas, comment est-ce que je peux avancer à partir de là, je demande doucement. Un jour à la fois, répond-elle en me caressant les cheveux. Juste un jour à la fois. 2 semaines plus tard, je me tiens nerveusement dans la cuisine de ma maison d'enfance, ma vraie maison d'enfance, en train de remuer une casserole de sauce tomate maison. Claire rôde à proximité, sans s'immiscer, mais voulant clairement aider. Tu es sûr que tu ne veux pas que je... Maman, dis-je, le mot encore nouveau, mais devenant plus naturel à chaque fois que je l'utilise. Je m'en occupe. Je suis cuisinière de métier, tu te souviens? Elle rit et lève les mains en signe de reddition. Bien sûr, je vais juste voir ton père. Il s'agite avec cette sélection de vin depuis 1 heure. Ce soir est important. Le premier dîner avec la famille Wilson élargie. Tante, oncle, cousin que je n'ai jamais su que j'avais. Tous se réunissent pour rencontrer la Sierra longtemps perdue. La pression de faire bonne impression est immense, bien que Claire et Benjamin insistent sur le fait que tout le monde est simplement ravi que j'ai été retrouvé. C'est ta famille, m'a assuré Claire plus tôt. Ils t'aimeront quoi qu'il arrive. Un concept si étranger à mon expérience avec les Preston que je n'arrive toujours pas à le saisir. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et s'abonner si vous avez déjà ressenti la pression de rencontrer de nouveaux membres de votre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Alors que je goûte la sauce, ajustant l'assaisonnement, Benjamin entre dans la cuisine avec 2 bouteilles de vin. Rouge ou blanc avec les pâtes, demande-t-il, l'air véritablement perplexe. Je ne me souviens jamais des règles. Les 2, je suggère en souriant de son incertitude. Laisse les gens choisir ce qu'ils préfèrent. Il me sourit comme si j'avais résolu une équation complexe. Brillant. C'est exactement ce que nous allons faire. Dans ces petits moments, j'entrevois des bribes de moi-même en eux. Ma nature pratique reflétée en Claire. Mon souci du détail reflété en Benjamin. Des traits que j'avais toujours attribués à ma propre détermination sont peut-être héréditaires après tout. La sonnette retentit et Benjamin manque de faire tomber les bouteilles de vin dans sa hâte de répondre. Ils sont là,
dit Claire, lissant nerveusement sa robe. Es-tu prête? Autant que je peux l'être, je réponds en m'essuyant les mains sur une serviette et en prenant une profonde inspiration. L'heure suivante est un tourbillon de présentations, d'exclamations sur ma ressemblance avec Claire, d'étreintes larmoyantes de tantes que je n'ai jamais rencontrées, et de cousins qui ne cessent de dire « Je n'arrive pas à croire que tu es vraiment là ». La sœur de mon père, Elisabeth, tient mon visage entre ses mains et dit « Tu as les yeux des Wilson, ça ne fait aucun doute ». Le frère de ma mère, Michael, me raconte des histoires de ma première fête d'anniversaire, comment j'ai écrasé du gâteau sur tout mon visage et ri jusqu'à en avoir le hoquet. C'est bouleversant, mais de la meilleure façon possible. Ces gens m'attendaient, me gardaient une place, n'oubliant jamais la petite fille qui avait disparu. Pendant le dîner, mon oncle Robert lève son verre pour porter un toast. À Sierra, qui a retrouvé son chemin contre toute attente. Et à Ben et Claire, qui n'ont jamais perdu la foi. À Sierra, tout le monde fait l'écho, les verres levés, les yeux brillants. Je regarde autour de la table ces visages, ma famille, et je ressens quelque chose que j'ai rarement connu auparavant. L'appartenance. Après le dîner, alors que tout le monde se déplace vers le salon pour le café et le dessert, ma cousine Allison me prend à part. Je ne sais pas si tu te souviens, dit-elle avec hésitation. Mais nous étions les meilleurs amis quand nous étions petites. Nous n'avions que 4 ans, mais nous étions inséparables. Je secoue la tête en m'excusant. Je suis désolé. Je ne me souviens pas de grand-chose d'avant. Ce n'est pas grave, m'assure-t-elle rapidement. Je voulais juste que tu saches que je ne t'ai jamais oublié. Chaque anniversaire, je demandais à tante Claire s'il t'avait déjà retrouvé. Ses yeux s'emplissent de larmes. Tu m'as manqué toute ma vie, même si je te connaissais à peine. Je ne sais pas trop comment répondre à une émotion aussi pure, mais je me surprends à la serrer dans mes bras. Cette cousine qui a porté le souvenir de notre amitié pendant 3 décennies. Plus tard, alors que la soirée se termine, Claire me trouve dans un coin tranquille, observant les interactions familiales avec un mélange d'émerveillement et de mélancolie. Submergée, demande-t-elle doucement. Un peu, j'admets, mais dans le bon sens. Ils sont si accueillants. Ils attendent depuis longtemps de t'accueillir à la maison. Elle hésite, puis ajoute, il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. L'argent de la récompense. Je me raidis légèrement. Je vous ai dit que je n'en voulais pas, je sais que c'est ce que tu as dit, mais Ben et moi en avons discuté, et nous tenons beaucoup à cela. Cet argent est à toi. Nous l'avons mis de côté pour toi, et peu importe comment tu es revenu à nous, il t'appartient. Mais je ne me suis pas retrouvé moi-même, j'argumente. Edith Mercé a déjà reçu un cadeau de remerciement substantiel. Mais le fonds de la récompense, les 91 millions de dollars, nous les avons déjà transférés dans un fonds fiduciaire à ton nom, interrompt gentiment Claire. Ma tête tourne à l'énoncé du montant. Plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Sache juste qu'il est là pour tout ce que tu veux en faire. Continuer ta boulangerie, l'agrandir, voyager à travers le monde, retourner à l'école, n'importe quoi. Ou en faire don, je suggère, une idée se formant. Pour aider d'autres enfants disparus. Les yeux de Claire s'emplissent de larmes. Ce serait une utilisation magnifique si c'est ce que tu veux. La soirée se termine par d'autres étreintes, des promesses de se revoir bientôt, des invitations à divers événements familiaux dans les mois à venir. Alors que les derniers invités partent, j'aide Claire et Benjamin à nettoyer, tombant dans un rythme facile qui semble à la fois nouveau et familier. Merci, dis-je alors que nous chargeons le lave-vaisselle ensemble. Pour tout. Pour n'avoir jamais renoncé à moi. Benjamin me serre dans une étreinte féroce. Nous ne pouvions pas abandonner. Tu es notre fille. Plus tard, allongé dans mon lit d'enfant, entouré de la vie que j'aurais dû avoir, je pense au Preston. Leur audience préliminaire a lieu la semaine prochaine. Les preuves contre eux sont accablantes. Non seulement le témoignage d'Edith Mercé, mais aussi les dossiers financiers montrant le retrait d'argent liquide juste avant que je vienne vivre avec eux, les relevés téléphoniques de cette période. Et le plus accablant de tout, la preuve ADN que je suis sans aucun doute Sierra Wilson. Mon téléphone vibre avec un message texte. C'est de James. Je prends juste des nouvelles. J'espère que tu vas bien. J'ai répondu sporadiquement aux messages de Matthew et James. Pas prête à couper les ponts complètement, mais pas sûre de savoir comment forger une nouvelle relation avec eux. Ils sont, d'une manière étrange,
le seul lien avec mon passé. Même si ce passé a été construit sur des mensonges. Je vais bien, je réponds. Dîner avec ma famille élargie ce soir. Il y a une longue pause avant que sa réponse n'arrive. C'est super. Tu mérites une vraie famille. Je mets le téléphone de côté sans répondre. Trop d'émotions contradictoires tourbillonnent en moi. Demain, je rencontrerai les procureurs pour me préparer à l'audience. Demain, je devrais affronter Richard et Patricia Preston de l'autre côté de la salle d'audience. Mais ce soir, je suis Sierra Wilson, fille de Benjamin et Claire, entourée de l'amour que j'étais censé avoir depuis le début. Et pour l'instant, c'est suffisant. La salle d'audience est plus petite que je ne l'imaginais, intime d'une manière qui rend impossible de se cacher de l'intensité du moment. Je suis assise entre Benjamin et Claire au premier rang, derrière la table de l'accusation, consciente de chaque regard posé sur nous. L'audience préliminaire ne vise qu'à déterminer s'il y a suffisamment de preuves pour aller au procès, mais elle semble monumentale. La première reconnaissance publique de ce qui m'a été fait. Daniel Arlo est assis avec nous, une présence stable dans la tempête. De l'autre côté de l'allée, Matthew et James sont assis seuls, aucun autre membre de la famille n'étant venu soutenir leurs parents. Ils me font un signe de tête solennel lorsque nous entrons, mais ne s'approchent pas. « Ça va » murmure Benjamin, sa main protectrice sur mon épaule. J'acquiesce, ne faisant pas confiance à ma voix. La vérité, c'est que je ne sais pas comment je me sens. Les 2 dernières semaines ont été un tourbillon d'émotions. La joie de retrouver ma vraie famille, la rage de ce qui m'a été volé, la confusion sur ma place dans le monde. Maintenant, d'où nous regardez-vous aujourd'hui ? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et s'abonner si vous avez déjà dû affronter des gens qui vous ont fait du tort dans une salle d'audience. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Une porte s'ouvre et Richard et Patricia Preston sont introduits par des officiers de justice. Ils ne sont pas menottés. Ce n'est pas encore un procès pénal, mais ils semblent diminuer d'une certaine manière. Les épaules de Richard sont affaissées d'une façon que je n'ai jamais vue auparavant. Les cheveux et le maquillage normalement parfaits de Patricia semblent appliqués à la hâte. Leurs yeux me trouvent immédiatement, des expressions de choc identiques traversant leur visage alors qu'ils aperçoivent Benjamin et Claire de chaque côté de moi. Peut-être s'attendaient-ils à ce que je sois seul, comme je l'ai été pendant tant d'années sous leur toit. Le juge entre et nous nous levons tous. La procédure commence par des présentations formelles et des explications sur le but de l'audience. La procureure, une femme aux yeux perçants nommée Janelle Martinez, expose les chefs d'accusation, enlèvement inter-État, fraude à l'identité, falsification de documents gouvernementaux. Les preuves montreront, dit-elle sèchement, que le 12 avril 1994, les accusés ont enlevé Sierra Wilson, âgée de 4 ans, de son domicile familial à Seattle, l'ont transportée à Portland, en Oregon, et ont ensuite utilisé des documents frauduleux pour lui établir une nouvelle identité en tant que leur prétendu enfant adopté. L'avocat de la défense, un homme à l'allure coûteuse dans un costume sur mesure, soutient que le délai de prescription a expiré sur la plupart des charges, une technicité immédiatement rejetée par le juge, qui souligne que l'enlèvement fédéral n'a pas de délai de prescription, pas plus que de nombreuses charges de fraude lorsqu'elles impliquent un mineur. Alors que les témoins sont appelés Edith Mercey, frêle mais déterminée, des agents du FBI qui ont travaillé sur l'affaire originale, des comptables judiciaires qui ont retracé des retraits d'argent suspects, je me sens étrangement détaché, comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'il m'appelle à la barre. J'ai été préparé pour ce moment, mais rien ne peut vraiment vous préparer à vous asseoir en face des gens qui ont volé votre vie, en disant la vérité qu'ils ont tant essayé de cacher. Madame Wilson, commence la procureure Martinez, utilisant délibérément mon vrai nom. Veuillez parler à la cour de votre relation avec les accusés. Je prends une profonde inspiration et regarde directement Richard et Patricia. Ils m'ont élevé de l'âge de 4 ans jusqu'à ce que je quitte leur maison à 21 ans. Ils m'ont dit que j'étais adopté, mais m'ont traité très différemment de leurs enfants biologiques. Je devais faire la plupart des tâches ménagères, je recevais moins de privilèges et on me rappelait fréquemment que je devais être reconnaissante qu'ils m'aient recueilli. Et comment avez-vous découvert votre véritable identité ? Aux funérailles de Walter Preston il y a 2 semaines, une femme nommée Edith Mercey m'a approché. Elle m'a dit que j'avais été enlevé, pas adopté, et m'a montré des articles de journaux sur ma disparition. Elle avait aidé à falsifier les papiers d'adoption. Quelle a été votre réaction à cette information ? Je réfléchis attentivement à la question. D'abord l'incrédulité, puis la colère, puis le soulagement d'une certaine manière.
Cela expliquait pourquoi j'avais toujours été traité comme inférieur. Ce n'était pas parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. C'était parce que je n'étais jamais censé être là. L'interrogatoire continue, chaque réponse tirant un autre fil du mensonge soigneusement construit dans lequel j'avais vécu si longtemps. Quand vient le tour de l'avocat de la défense, son approche est subtile mais claire, dépeindre Richard et Patricia comme des gens mal avisés mais bien intentionnés, suggérer qu'ils croyaient sincèrement secourir un enfant abandonné. N'est-il pas vrai, demande-t-il avec une préoccupation étudiée, que les Preston vous ont fourni de la nourriture, un abri, une éducation et des soins médicaux tout au long de votre enfance? Le strict minimum, je réponds, refusant de me laisser manipuler. Oui, j'ai été nourri. Oui, j'avais un toit sur la tête. Mais on m'a aussi fait travailler pour ces choses de base d'une manière que leurs enfants biologiques n'ont jamais eu à le faire. Et pourtant, ils vous ont gardé, insiste-t-il. Ils ne vous ont pas abandonné ou placé en famille d'accueil. Quelque chose se brise en moi. Ils m'ont gardé parce que me rendre aurait signifié admettre qu'ils m'avaient volé, dis-je, ma voix s'élevant légèrement. Ils m'ont gardé comme main-d'œuvre domestique gratuite. Ils m'ont gardé tout en me privant délibérément d'amour, d'appartenance, de ma véritable identité et de ma famille. Je regarde directement Richard et Patricia, qui tressaillent tous les deux sous mon regard. Ils ne m'ont pas gardé par gentillesse. Ils m'ont gardé parce qu'ils avaient peur de se faire prendre. L'avocat de la défense n'a pas de suite à cela. Quand on me permet enfin de descendre, mes jambes sont tremblantes, mais mon esprit est clair. J'ai dit ma vérité. Peu importe ce qui se passera ensuite, ils ne pourront jamais me l'enlever. L'audience se poursuit avec le témoignage d'experts sur la correspondance ADN. Confirmation à 99,9% que je suis la fille biologique de Benjamin et Claire Wilson. Des dossiers financiers montrant des retraits d'argent suspects par Richard Preston juste avant mon adoption. Des relevés téléphoniques le plaçant à Seattle le jour de ma disparition. Au moment où le juge suspend l'audience pour le déjeuner, l'issue semble inévitable. Il y a plus qu'assez de preuves pour aller au procès. Dans le couloir du palais de justice, Benjamin passe un bras protecteur autour de mes épaules. « Tu as été magnifique, dit-il, la voix chargée d'émotion. Si forte. Nous sommes si fiers de toi, ajoute Claire en me serrant la main. Je suis sur le point de répondre quand je remarque Matthew et James qui hésitent à proximité, voulant clairement me parler, mais hésitant à approcher pendant que je suis avec mes parents. Donnez-moi une minute, je demande à Benjamin et Claire, qui échangent un regard mais hochent la tête et s'éloignent pour me laisser de l'intimité. Tu as été incroyable là-dedans, dit Matthew alors qu'il s'approche. Dire la vérité comme ça, avec eux qui te fixaient. Ce n'était pas facile, j'admets. Mais c'était nécessaire, pas seulement pour moi, mais pour mes parents. Mes vrais parents, je précise, bien que je n'en ai pas besoin. James hoche la tête, ses yeux se dirigeant vers Benjamin et Claire, qui font semblant de ne pas nous regarder. Ils ont l'air d'être de bonnes personnes. Ils le sont, je confirme. Ils n'ont jamais cessé de me chercher. Un silence inconfortable s'installe entre nous, lourd de questions et de regrets tacites. Avez-vous parlé à vos parents aujourd'hui, je demande finalement. Matthew secoue la tête. Ils ne veulent pas nous voir. Ils pensent que nous les avons trahis en te croyant. Les avez-vous trahis, je lance. Je veux dire, non, dit fermement James. Ils se sont trahis eux-mêmes quand ils ont volé un enfant et ont menti à ce sujet pendant 30 ans. Nous refusons juste d'être complices du mensonge plus longtemps. Sa franchise me surprend. Des deux frères, James a toujours été le suiveur, celui qui cherche à plaire. Cette nouvelle assurance est inattendue. Que ferez-vous s'ils vont en prison, je demande, curieuse malgré moi. Quand ils iront en prison, corrige Matthew. Et nous ferons ce que nous avons fait. Je continuerai à enseigner l'histoire au lycée. James terminera son internat en médecine. La vie continue. Il hésite. Nous aimerions que tu fasses partie de cette vie, si tu le veux bien. Pas en remplacement de ta vraie famille, mais comme des amis, peut-être un jour. Je n'ai pas encore de réponse pour lui, alors je me contente de hocher la tête sans m'engager. Nous devrions retourner à l'intérieur. L'audience va reprendre. Alors que nous nous séparons, James m'attrape doucement le bras. Pour ce que ça vaut, Sierra, je suis content que tu aies retrouvé ton chemin, la session de l'après-midi est brève mais décisive. Le juge décide qu'il y a plus que suffisamment de preuves pour passer à un procès pénal.
Richard et Patricia sont formellement inculpés, et la caution est fixée à un montant si élevé qu'il est clairement conçu pour les garder en détention. Alors qu'ils sont emmenés, Patricia se retourne pour me regarder une dernière fois. Il n'y a aucun remords dans ses yeux, seulement un ressentiment froid, comme si je lui avais fait du tort en réclamant ma véritable identité. Richard, au moins, a la décence d'avoir l'air honteux. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se sont rassemblés, alertés par l'histoire sensationnelle. Benjamin et Claire me protègent de leurs questions pendant que Daniel nous aide à nous diriger vers une voiture qui nous attend. Les procureurs pensent que les Preston accepteront probablement une négociation de peine. Nous dit Daniel alors que nous nous éloignons. Les preuves sont accablantes, et un procès ne ferait que les exposer aux peines maximales. Combien de temps de prison risque-t-il, je demande. Avec des accusations d'enlèvement fédéral, un minimum de 20 ans, peut-être la perpétuité, répond-il. Même avec une négociation de peine, ils encourent une peine de prison importante. J'absorbe cela en silence. La justice, oui, mais aucune peine ne pourrait nous rendre les 30 années volées. De retour à la maison de mes parents, nous sommes assis dans la cuisine, émotionnellement épuisés par la journée. Claire prépare du thé, un petit geste maternel qui me semble encore nouveau. Que se passe-t-il maintenant, je demande, berçant la tasse chaude. Maintenant, dit Benjamin en prenant ma main, nous commençons à construire un avenir ensemble. Cela semble simple quand il le dit comme ça, mais je sais que ce sera tout sauf simple. Nous avons 30 ans d'absence à naviguer, des attentes à gérer, des relations à définir. Pourtant, en regardant ces deux personnes qui n'ont jamais cessé de me chercher, je me découvre prête pour le défi. Ensemble, j'acquiesce. Et pour la première fois depuis que j'ai découvert la vérité, je sens le poids du passé commencer à se lever. 6 mois plus tard, je me tiens dans la cuisine étincelante de ma nouvelle boulangerie, Wilson et fille, arrangeant des pâtisseries fraîches dans la vitrine pour notre grande ouverture. Le nom était l'idée de Claire, une reconnaissance publique de mon identité restaurée et de mon lien familial. Richard et Patricia Preston ont accepté une négociation de peine, comme l'avait prédit Daniel, 25 ans chacun sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 15 ans. La justice, ou ce qui s'en rapproche le plus. L'argent de la récompense, mon argent, a été utilisé à plusieurs fins. La moitié a servi à créer une fondation pour les familles d'enfants disparus, fournissant des ressources au-delà de ce que les forces de l'ordre peuvent offrir. Un quart est investi pour mon avenir. Le reste a financé cette magnifique nouvelle boulangerie, 3 fois plus grande que l'ancienne, avec une cuisine ultramoderne et un coin café confortable. Besoin d'aide, demande Benjamin, sortant du bureau où il installait le nouveau logiciel de comptabilité. À 68 ans, il est officiellement retraité de Wiltech, mais consulte encore occasionnellement. La plupart du temps, cependant, il passe son temps à m'aider avec l'aspect commercial de la boulangerie, à apprendre à pâtisser avec des résultats mitigés, et à rattraper le temps perdu. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et s'abonner si vous avez déjà reconstruit votre vie après un traumatisme. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Je pense que tout est prêt, je lui dis en redressant une pile de serviettes personnalisées que Claire a conçues avec notre logo, un simple dessin d'un fouet à l'intérieur d'une maison, représentant le mélange de la pâtisserie et de la famille. Claire sort du coin café où elle arrangeait des fleurs fraîches sur chaque table. C'est magnifique, ma chérie, dit-elle, rayonnante de fierté. Je n'aurais pas pu le faire sans vous deux, dis-je, sincèrement. Leur soutien, émotionnel, pratique, financier, a été indéfectible tout au long de cette transition. La cloche au-dessus de la porte tinte, et nous nous tournons tous, surpris, car nous n'ouvrons officiellement que dans 1 heure. Matthew et James Preston entrent, chacun portant un grand panier cadeau. Désolé d'être en avance, dit Matthew, remarquant nos expressions étonnées. Nous voulions déposer ça avant que la foule n'arrive. Ma relation avec les frères Preston a évolué prudemment au cours des derniers mois. Pas tout à fait de l'amitié, pas tout à fait de la famille, mais quelque chose entre les deux. Un lien forgé par une histoire commune, aussi compliquée soit-elle. Vous n'aviez pas à apporter quoi que ce soit, dis-je en acceptant les paniers. Bien sûr que si, répond James. Ce n'est pas tous les jours que ta sœur ouvre la boulangerie de ses rêves. Le mot « sœur » reste en suspens, ni rejeté ni accepté. Nous avons tous été prudents avec les étiquettes, reconnaissant que notre lien défie toute catégorisation simple. Benjamin et Claire échangent un regard.
ils ont été remarquablement compréhensifs quant à mon contact continu avec Matthew et James, ne me poussant jamais à couper les ponts malgré leur ressentiment compréhensible envers tout ce qui est Preston. Nous ne resterons pas, dit Matthew, sentant la légère tension. Nous voulions juste te souhaiter bonne chance. Nous reviendrons pendant les heures normales la semaine prochaine. Après leur départ, Claire passe un bras autour de ma taille. Tu as un grand cœur, Sierra. Ta capacité de pardon est remarquable. Pas du pardon, je corrige. De la compréhension. Ils étaient aussi des enfants, victimes des décisions de leurs parents d'une manière différente. Le reste de la matinée passe dans un tourbillon de derniers préparatifs. À 10 heures précises, Benjamin déverrouille la porte d'entrée et la boulangerie, Wilson et fille, ouvrent officiellement au public. La réponse est écrasante. Notre histoire a été dans les nouvelles, bien sûr, impossible à éviter avec la nature très médiatisée de l'affaire. Et il semble que la moitié de Seattle soit venue nous soutenir. À midi, nous avons vendu presque tout, et j'ai dû lancer une nouvelle fournée de mes brioches à la cannelle signature. Au milieu du chaos, j'aperçois un visage familier. Edith Mercer, l'air en meilleure santé que la dernière fois que je l'ai vue, attendant patiemment dans la file. Quand elle arrive au comptoir, je sors pour la saluer personnellement. Je n'étais pas sûr de devoir venir, admet-elle, ses yeux parcourant la boulangerie animée. Mais je voulais voir comment tu allais. Je suis contente que vous l'ayez fait, je lui dis sincèrement. Rien de tout cela ne serait arrivé sans vous. Elle secoue la tête. J'ai seulement aidé à réparer un tort dont j'ai fait partie. Je ne mérite pas de crédit pour ça. Nous avons tous des regrets, dis-je, pensant aux miens. Les années que j'ai passées à croire que je n'étais pas désiré. Les murs de défense que j'ai construits. Les opportunités que j'ai manquées. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Après son départ, tenant une boîte de pâtisserie que j'ai insisté pour qu'elle prenne gratuitement, Claire me trouve dans un moment de calme. Tout va bien, demande-t-elle, remarquant mon humeur contemplative. Je pense juste à tout ce qui a changé en 6 mois, à quel point j'ai changé. Elle sourit, glissant une mèche rebelle derrière mon oreille dans un geste qui est devenu réconfortant et familier. Tu as toujours été extraordinaire, Sierra. C'est quelque chose que les Preston n'ont pas pu t'enlever, peu importe leurs efforts. À l'heure de la fermeture, nous sommes épuisés, mais ravis. La journée a été un succès sans réserve, avec des précommandes déjà empilées pour le reste de la semaine. Alors que nous fermons, un message texte arrive de la sœur de Benjamin, Elisabeth. Dîner de famille dimanche. Heure habituelle. Allison amène son nouveau petit ami pour inspection. On a besoin de renfort. Je ris, montrant le message à Claire et Benjamin. Les dîners de la famille Wilson sont devenus une partie régulière de ma vie. Des rassemblements chaotiques et aimants où je trouve progressivement ma place. On lui dit qu'on sera là, demande Benjamin, connaissant déjà la réponse. Pour rien au monde, je confirme. Plus tard, dans le calme de mon nouvel appartement, un bel espace près de la maison de mes parents, je suis assise sur mon balcon, regardant le coucher de soleil sur la baie d'Elliott. Sur la table à côté de moi se trouve un simple camion jouet bleu, un lien tangible avec mes premières années. Mon téléphone vibre avec une notification. Quelqu'un a fait un don substantiel à la Fondation Sierra Wilson pour les enfants disparus, créée avec la moitié de l'argent de la récompense. La Fondation a déjà aidé à réunir 3 familles et fourni des services de soutien à des dizaines d'autres. Alors que je regarde le ciel passer de l'or au bleu profond, je réfléchis à l'incroyable voyage des 6 derniers mois. De Sierra Preston, la fille adoptive non désirée traitée comme une servante, à Sierra Wilson, fille chérie, femme d'affaires prospère et défenseur des enfants disparus. Le chemin à parcourir n'est pas parfaitement clair. Il y a encore des blessures à guérir, des relations à naviguer, toute une vie de rattrapage à faire avec mes parents. Mais pour la première fois de ma vie, je ne marche pas seul sur ce chemin. Je suis Sierra Wilson. J'étais perdu, mais maintenant j'ai été retrouvé. Et mon histoire ne fait que commencer. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus de récits de découverte, de guérison et de transformation.